Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Salut à tous, les soucoupes volantes viennent de notre monde et Blackout sur les soucoupes volantes sont considérés comme des classiques par tous les chasseurs d'ovnis de la planète. Des ouvrages que l'on doit à Jimmy Guilleux, sur lequel je propose de revenir avec Stéphane Royer. Salut Stéphane. Salut Bob, bonjour à tous nos auditeurs. Vrai plaisir de te retrouver. On t'avait eu comme grand témoin il y a quelques semaines pour évoquer le sujet, bien sûr, OVNI encore une fois. Et on avait imaginé une émission sur Jimmy Guilleux, un ufologue pas comme les autres, effectivement, parce que c'est l'un des plus importants. Et on va voir tout au long de cette émission quel était ce personnage. On va partir de sa jeunesse, on va vraiment faire un portrait complet de lui. Et puis au fur et à mesure de l'émission, j'aurai le plaisir de vous diffuser des extraits d'une émission qui s'appelait Les Portes du Futur. Vous allez voir le discours de Jimmy Guilleux qui ne peut plus avoir lieu aujourd'hui sur une chaîne classique. La liberté de parole était incroyable et on verra tout cela. Alors, tu es le représentant des repas ufologiques de Paris, donc les ovnis ça t'intéresse et tout naturellement, il était impensable pour toi finalement de ne pas faire une émission sur Jimmy Guilleux. Oui, parce qu'en fait, Jimmy, si tu veux, si je suis arrivé dans l'ufologie, c'est aussi grâce à Jimmy. Ouais. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Ouais. J'ai fait des sondages en faisant quelques conférences en début d'année sur Jimmy, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient venus à l'ufologie et, on va dire, aux mystérieux inconnus au sens large, par soit les ouvrages documentaires de Jimmy, soit ses romans, soit encore une fois des reportages vidéo qu'il a fait dans les années 90 et dont on parlera tout à l'heure. Alors dans les années 50, c'est l'un des ufologues les plus importants. C'est le pionnier. Voilà, mais avant, il a fait des romans, enfin il a eu une autre vie avant celle-ci. Alors en fait, tout est arrivé en parallèle. Ouais. Bon, si tu veux, on va prendre les choses dans l'ordre. Ouais. Donc Jimmy est né sous le nom d'Henri René Guilleux, un 19 mars 1926, dans cette belle ville d'Aix-en-Provence. Donc c'est un méridional. Hein. Ouais. Voilà, il en aura non pas l'accent, mais en tout cas au moins un certain caractère assez extraverti. Ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui très vite, très jeune, va s'intéresser à tout ce qui est archéologie, à tout ce qui est spéléologie. Il va aller avec des copains justement aller explorer des grottes, etc. Et en plus, la zone du Var, c'est une région qui est vraiment pleine de grottes, pleine d'avennes, de souterrains. Donc tout ça, ça a dû effectivement émoustiller un petit peu l'imagination du jeune Henri René à l'époque. Et puis il va survenir en 1939, la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Il a 13 ans. Donc 13 ans, c'est encore un gamin, il ne s'engage pas. Mais 3 ans et demi plus tard, il va entrer dans les mouvements unis de résistance. Les fameux murs, qui sont en fait un mouvement de résistance non communiste, mais qui regroupe énormément de gens. Et donc, il va passer 3 ans parmi ces mouvements unis de résistance, justement à combattre l'ennemi, à faire le coup de feu, aller dans les services actions, comme on appelle ça. Et il va en garder vraiment comment pourrait-on appeler ça, une espèce d'esprit de résistance. Une combativité. Une combativité, effectivement. Et ça, c'est une chose qu'on va retrouver dans tous ses romans par la suite, et même dans le domaine de l'ufologie. Et oui, et dans ces interviews, les extraits que je vous diffuserai, vous verrez, c'est un combattant, c'est-à-dire qu'il ne lâche rien, Jimmy Guilleux. Exactement. Okay. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou un petit peu avant, au milieu, en 1943, septembre 43, je crois, il va être arrêté par la Gestapo. Déjà, ça sonne mal pour lui. Et en fait, comme c'est quelqu'un qui a lu beaucoup de livres sur, effectivement, la médecine, la psychologie et même les sciences, parce que il va avoir la chance de rencontrer un camarade à l'âge de 13 ans, lui aura 16 ans, un certain Guy Aymar, et c'est cet élève qui va l'initier justement à l'alchimie. Et alors lui qui était mauvais élève, il va se rattraper, il va se mettre à fond dans les sciences, les mathématiques, l'alchimie, puis bien sûr après, psychologie, etc. Et donc du coup, ses connaissances en psychologie et en médecine, alors ce sont des bases évidemment, mais il a bachoté à fond, et tout ça va lui servir pour s'évader, parce qu'en fait, il va simuler la folie, et du coup, les Allemands vont le rejeter, vont le libérer, parce qu'ils n'ont que faire des gens qui ne leur servent à rien, en fait. Ce qui était un peu couillu, parce qu'il aurait pu être fusillé, c'est-à-dire qu'en se faisant passer pour un fou, les Allemands, qui n'avaient pas beaucoup de compassion pour les gens, auraient pu dire, bon, c'est un taré, on flingue, quoi. C'est un risque, mais tu sais comme moi, quand on est jeune, on ne réfléchit pas à tout. Voilà, on fonce. Et c'est ce qui l'a sauvé. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce caractère fonceur, on va le retrouver effectivement dans beaucoup de ses romans, parmi ses héros, qui sont des fonceurs, qui font le coup de feu, qui résistent à l'envahisseur, quel qu'il soit,
de terre ou d'ailleurs. Dans les années fin 40, il veut reprendre des études, je crois, c'est ça? Alors, il va essayer de reprendre des études, d'abord des études de médecine, mais en fait, il ne va pas y arriver, pour différentes raisons. Donc, il va essayer de faire des petits boulots, il va commencer à vendre des assurances, des aspirateurs, de l'alcool. Pas du bon alcool d'ailleurs, parce que j'ai lu. Et il va aussi chanter, puisque c'est quelqu'un qui a une voix de crooner, donc il va animer comme ça des soirées dans des clubs. Donc voilà, donc il est un petit peu dans les milieux artistiques, il touche un peu à tout. Il cherche en fait, c'est ça? Il cherche, oui, c'est ça, parce qu'il n'a pas pu faire les études de médecine qu'il voulait, alors en partie à cause de la guerre et puis pour d'autres raisons. Et effectivement, à partir du moment où il va chercher, à un moment donné, il va s'intéresser aussi à ce qui est arrivé en 1947, un fameux 24 juin, on parlait ensemble le 24 juin justement ensemble, et du coup il va s'intéresser aux soucoupes volantes. Voilà. Donc je crois en France, l'observation KS Arnold, on en aura connaissance le 26, c'est-à-dire à peu près 2 jours après dans la presse française, et donc du coup lui il va commencer à collecter des journaux sur ce sujet-là, ce phénomène, il va s'intéresser, il va collecter de plus en plus d'articles, et il va rencontrer en 1951, en septembre 1951 à Paris, un certain Marc Thirouin. Marc Thirouin, merci. Qui est un avocat. Voilà, tout à fait. Donc le nom m'échappait. Donc Marc Thirouin est un avocat qui va se passionner pour l'ésotérisme parce que lui, effectivement, il est d'abord membre de la Société Atlantis, fondée par Paul Lecourt, et donc il va s'intéresser à l'Atlantide, aux doctrines ésotériques, etc. Ce qui va avoir du répondant chez Jimmy, parce que Jimmy aussi en sa jeunesse, je te l'ai pas dit tout à l'heure, il a aussi commencé à lire, à côté de l'alchimie, des doctrines ésotériques comme celle de la doctrine secrète, l'Isis dévoilée, d'Elena Blavatsky. Donc il aime le mystère inexpliqué de toute façon. Il serait abonné à BTLV, quoi, en fait, c'est ça. Ah bah aujourd'hui oui, et je pense même qu'il serait un fervent invité. Animateur à BTLV. Exactement, on en reparlera justement de ça. Parce qu'effectivement, sur sa vie, c'est ce qu'il fera. Bah oui. Voilà, il va devenir un homme de radio, c'est un homme de télé, voilà, etc. Ça, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va avoir une discipline multimédia, à la fois dans l'écrit et l'audiovisuel. On va y revenir. Donc du coup, je disais, il va s'intéresser aux doctrines ésotériques. Donc Marc Thirouin, il va y avoir des discussions effectivement extrêmement intéressantes et enflammées. Marc Thirouin, avec un Anglais qui s'appelle Eric Biddle, va fonder donc le 24 juin 1951 une association qui s'appelle Ouranos. Voilà, donc c'est une commission internationale d'enquête, qui va être très connue d'ailleurs. Qui va être très connue, effectivement, qui va perdurer jusqu'à la fin des années 70 au début 80. Et évidemment, Jimmy va être chargé de faire des enquêtes. Et très rapidement, il va devenir le chef, si tu veux, de la mission d'enquête, la commission d'enquête. Je crois que c'est quasiment 3 ans après, donc 55 si ma mémoire est bonne. Donc à partir de là, oui, Jimmy Guilleux va devenir quelqu'un qui va compter dans l'ufologie. Il fera des enquêtes de terrain, il sera affilié à une association internationale. Et quand tu as quelqu'un comme Jimmy qui parle très bien anglais et qui parle d'autres langues, comme l'italien ou l'espagnol, c'est quelqu'un qui va pouvoir communiquer avec énormément de gens à travers le monde. Donc les États-Unis, l'Angleterre, et puis évidemment un panel de pays européens, pour échanger de l'information, des observations, etc. Ce qui est extrêmement intéressant à une époque où, bien sûr, on n'a pas Internet. Bien sûr. Voilà. Le fax n'est même pas encore inventé, ou en tout cas, il n'est pas généralisé. Donc tout ça, ce sont effectivement on va dire des forces vives, des talents qui vont lui permettre d'être l'un des pionniers de l'ufologie. Voilà. Alors, dans l'association Ouranos, bien sûr, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver d'autres pionniers, que sont Aimé Michel, que sont... faudrait qu'on en fasse une émission d'ailleurs, je te la commande, Stéphane Royer, sur Aimé Michel, parce que c'est un lui aussi personnage emblématique de l'ufologie. Tout à fait, c'est quelqu'un qui était ingénieur et qui effectivement s'est vraiment intéressé à l'ufologie, qui a fait pas mal de recherches, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages aussi sur le sujet, et qui a beaucoup correspondu avec d'autres auteurs internationaux, notamment au sein du Collège Invisible, présidé par Jacques Vallée. Le fameux Collège Invisible. Tout à fait. Donc du coup, on va retrouver un certain nombre de personnes. Raymond Vélite aussi, qui plus tard fondera donc Lumière dans la nuit, le fameux magazine. Donc voilà, il y a énormément de choses, de talents qui vont effectivement présider à la naissance de cette association, l'association Ouranos. Alors tu vas très vite nous emmener sur un volet qui, tu le disais, qui va alimenter la vie de Jimmy Guilleux, c'est le média. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, il va s'intéresser aux médias. Il va comprendre qu'en fait, il va falloir qu'il passe par le média pour livrer des informations. Ça va l'intéresser. Il va rencontrer des personnages célèbres. On aura d'ailleurs, avant la fin de l'émission, Jean-Pierre Foucault qui parle de Jimmy Guilleux, qui est un grand moment parce que c'était son ami. Tout à fait. Et il avait toute confiance en lui et il va le rencontrer à RMC parce que c'est à RMC qui va commencer à faire ses débuts, Jimmy Exactement. Guilleux. Exactement. Alors, RMC, ça s'appelle à l'époque Radio Monte Carlo. Bien évidemment. Évidemment, comme son nom l'indique, c'est situé à Monte Carlo. Donc on est encore une fois dans le sud de la France.
Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et Jimmy va intervenir dans dans une émission de radio qui s'appelle Zigzag. Non, Zigzag, oui c'est ça, c'est le nom de l'émission. Et dans cette émission, voilà, il va y avoir un petit billet de 10 minutes en gros, qui va être sur 3 fois par semaine, qui s'appelle « As-tu vu les soucoupes ?» Donc là, dans cette émission, il va effectivement parler des coupures presse, des observations qui ont lieu, que lui a trouvé dans la presse, et surtout, il va faire remonter les observations des auditeurs. Bien sûr. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça permet d'engranger de l'information. C'est ce qu'on fait dans la libre antenne le lundi, par exemple. Par exemple, tout à fait, ou comme on pourrait le faire sur Internet aujourd'hui, via des forums, etc. Voilà, et là, on voit à l'antenne, effectivement, Jimmy, donc à la radio, avec Fernand Pellatan. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Cette émission va durer entre 53 et 55, donc un petit peu moins de 2 ans, et ça va vraiment lui permettre d'avoir de la matière qui va lui servir ensuite à écrire son premier ouvrage documentaire qui s'appelle « Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde ». Et puis il va être en plein milieu de cette vague 54 qui va déferler sur la France quand même, donc 53-55 il est à la radio, et comme s'il y avait un grand ordonnateur du monde ufologique, on va lui permettre de vivre en 54 une grande vague quand même. Alors, on en a parlé ici très souvent. Bien sûr, donc il est vraiment aux manettes. Il faut noter que son ouvrage « Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde » sort en 1954, avant la vague. Ouais. C'est à peu près au printemps, je crois, c'est le mois exact. Donc, alors, il faut noter que « Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde » est le premier ouvrage français et européen consacré à l'ufologie. Donc Jimmy est vraiment un pionnier. C'est-à-dire que même s'il y avait d'autres personnalités autour de lui, il est vraiment le premier à écrire sur l'ufologie, l'un des tout premiers à faire de la radio dans ce domaine. Donc oui, il va devenir une personnalité représentative et qui compte dans le monde de l'ufologie. Il parle de quoi dans cet ouvrage? Alors, justement, dans cet ouvrage, il va parler d'abord de toutes les observations qu'il a reçues. Donc en France, en Europe et aux États-Unis, bien sûr. Il va parler aussi, effectivement, donc il va revenir dans le passé. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que c'est l'un des tout premiers, en France et en Europe, à parler des observations, effectivement, on parlerait aujourd'hui d'observations pré-Arnoldiennes. D'accord. C'est-à-dire avant celle de Kenneth Arnold le 24 juin 1947. Il va aller jusqu'aux anciens astronautes? Oui, c'est-à-dire qu'il va parler d'abord des Airchips, bien sûr, donc ça c'est la fin du 19e siècle, début 20e. Il va parler des observations au Moyen-Âge, dans la Bible, et bien sûr tout ce qui a trait aux mythologies, aux textes indiens, amérindiens, etc. Et avant Van Däniken, Charroux, etc. Ah mais complètement, c'est-à-dire que c'est vraiment un pionnier dans la mesure où, à part Desmond Leslie, qui est le co-auteur du livre « Les soucoupes volantes ont atterri » avec George Adamski, lui il va être le tout premier à en parler. Ensuite, aux États-Unis, en 1957, il y aura George Hunt Williamson, mais en Europe, c'est le tout premier. Le tout premier à en parler. Donc bien avant des gens comme Jean Sendy, Robert Charroux et bien sûr Eric Van Däniken. Il va faire partie de plusieurs clubs, voilà, et notamment en Angleterre. Oui, tout à fait. Alors c'est quelqu'un qui, justement, dans un souci d'échanger de l'information et de la collecter, va faire partie alors du Flying Saucer Club de Londres. Il va faire partie aussi de la Fortean Society de New York. Et il sera membre d'honneur du Flying Saucers International. Charles Fort, il y a une très belle émission d'ailleurs. Oui, tout à fait. Sur BTLV. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, il fait partie d'un certain nombre de clubs, d'associations dans lesquelles l'information va vraiment être échangée. Et du coup, ça va nourrir à la fois ses ouvrages documentaires, on le voit dans ce premier ouvrage, mais aussi ses romans. Parce que Jimmy Guilleux, en fait, non seulement il fait de la radio, non seulement il écrit des ouvrages documentaires, mais aussi il se lance dans les romans. Parce qu'il avait déjà écrit un manuscrit qui s'appelait Le mystère ou le secret de l'anneau de clé. Et en fait, cet ouvrage, quand il sera édité donc, au Fleuve Noir, dans la fameuse collection Anticipation, donc là on est en 1952, donc l'ouvrage, enfin le roman donc, qui deviendra le pionnier de l'atome, sortira en 1952 et c'est le numéro 5 de la fameuse collection Anticipation, qui comptera 2001 romans quand même. Bien sûr. Voilà, avec des tas de gens qui viendront connus par la suite. Et il y aura évidemment aussi des auteurs américains, des Arthur C. Clarke, etc., qui seront publiés. Mais que des grandes plumes quand même. Donc. Oui, des grandes plumes. Et puis en plus, on voit donc là à l'antenne les couvertures. On est à cette époque-là, dans les années 50, avec les couvertures de Brandton, qui sont superbes avec le dos à la fusée. Comme, voilà, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment du chef-d'œuvre absolu, c'est du dessin magnifique, quoi. Donc, exactement, voilà, c'est de la peinture même. Et tu sais ça. Que ces romans-là, les tout premiers des années 50, ils s'échangent très cher sur Internet aujourd'hui. J'imagine. Voilà. Alors, on va, parce que tu es venu aussi avec des extraits radio, on va écouter un premier extrait et télé, voilà, un premier extrait audiovisuel. C'est un passage à l'ORTF, on est en 1956. Oui.
Alors, tout arrive. Et là, alors, je te laisse présenter l'extrait, peut-être que si tu le veux. Alors cet extrait, donc effectivement, c'est l'ORTF. Donc Jimmy, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, donc commence à être reconnu par la radio, les livres, mais il écrit aussi des articles dans la presse méridionale. Donc effectivement, il commence déjà à être reconnu comme un spécialiste du sujet. C'est un pilier, quoi. Ça y est. C'est ça. Aujourd'hui, il est indépassable. Il n'est pas tout seul, mais c'est en tout cas le chef de file, pourrait-on dire à l'époque. Il va le rester longtemps d'ailleurs. Donc cette émission de radio, effectivement, parle d'un cas d'observation et il est interviewé, donc c'est entrecoupé. Et là, on va voir effectivement que Jimmy connaît déjà bien le sujet. Il va parler de l'origine des ovnis et de sujets vraiment qui sont liés à ce sujet. BTLV et Pandora Evans présentent le premier dîner médium. Le 11 décembre à Bordeaux, passez une soirée spirituelle exceptionnelle. Avec les médiums Elodie Ridolfi et Candice Medium, vivez un programme riche en émotions. Consultation de tarot, contact avec les défunts, séance de voyance, dîner convivial, conférences inspirantes. Le 11 décembre dès 19h, ne manquez pas le premier dîner médium au Bistrot 111 à Bordeaux. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Les gens qui sont témoins d'observation sont perturbés, sont chagrinés, comme on le voit d'ailleurs dans la libre antenne du lundi, où les gens, quand ils voient quelque chose d'extraordinaire, quand je dis extraordinaire, c'est pas forcément merveilleux, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, perturbe assez les témoins. Oui, tout à fait. On le voit. Alors, lui aussi va observer. Et ça, c'est quand même assez important parce que il y a le chercheur, et souvent le chercheur, il cherche sans avoir vu. C'est ça. Alors que lui, il voit. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, donc il commence en gros sa vie ufologique en 1952, et en fait, en 56, donc plus exactement au 4e trimestre 56, il va parler d'une observation. Parce qu'il va écrire dans Ouranos que jusqu'à maintenant, la difficulté pour un témoin, c'était effectivement de raconter son histoire, ce qu'il avait vu, effectivement. C'est pas toujours évident, surtout face à des gens qui sont pas du tout ouverts à ce sujet-là. Et donc lui va écrire donc dans ce numéro d'Ouranos, qui est un numéro historique, une observation qu'il va faire, alors en compagnie de sa femme, chez lui. Donc on a 2 témoins, et il va le décrire dans les détails. Donc je te lis un court extrait, voilà. Donc ce jour-là, donc, le 11 août 1956, à Marseille, ma femme et moi avions déjeuné assez tardivement. À 15h05 exactement, alors que machinalement, en me levant de table, je jetais un coup d'œil par la fenêtre ouverte, je fus étonné d'apercevoir dans le ciel un point lumineux se déplaçant vers l'est, vers le nord-nord-ouest, pardon, de l'est vers le nord-nord-ouest. Intrigué par mon manège, ma femme, à laquelle je n'avais rien dit, se leva à son tour et suivit mon regard. « Que vois-tu » lui demandai-je. « Une sorte d'objet allongé, ovoïde, qui parfois brille et parfois devient terne, me répondit-elle. Effectivement, il s'agissait à l'angle sous lequel nous l'apercevions d'un objet d'aspect métallique, discoïdal, vu de 3/4 par la tranche, dans une position horizontale. Cet objet était animé d'un lent mouvement de tangage qui, en cours de vol, nous présentait tantôt sa partie supérieure, d'un terme mat, tantôt sa face ventrale, réfléchissant les rayons du soleil et brillant de l'éclat de l'aluminium poli. Le bruit ambiant extrêmement faible permettait encore de se rendre compte que l'objet se déplaçait silencieusement. En aucun cas, il ne pouvait s'agir d'un ballon-sonde. L'engin volait de l'est vers le nord-nord-ouest, alors que le vent, à ce moment-là, soufflait du nord-ouest vers le sud-est. Jamais un ballon-sonde n'aurait pu se déplacer contre le vent. Par ailleurs, l'OVNI n'offrait que 2 surfaces discoïdales convexes, juxtaposées bord à bord, formant donc une lentille biconvexe, avec leur axe approximatif, un renflement, sorte de cockpit légèrement ovoïde, dont le plus grand diamètre se trouvait à l'avant. Aucune aile, aucune dérive, ni train d'atterrissage, ni pale sustentatrice n'était visible, aucune traînée. Il ne s'agissait donc pas davantage d'un avion, classique ou jet, ou d'un hélicoptère. Donc on voit là qu'on a quelqu'un qui est effectivement entraîné donc, à l'observation et aux ovnis. Donc il va fournir un témoignage très très détaillé, très précis. Il nous parle du sens du vent, donc il sait de quoi il parle. Et il faut savoir que cette observation, il l'enverra par la suite au CEMOC. La CEMOC, pardon. La CEMOC, qu'est-ce que c'est? C'est la section d'études des mystérieux objets célestes. C'est comme ça qu'on appelait donc, les soucoupes volantes à l'époque. Et du coup, ça fait partie effectivement de l'état-major de l'armée de l'air. Donc c'est un dossier qui est transmis en haut lieu pour le coup. Voilà. Donc Jimmy Guilleux, c'est sa première observation, mais ce ne sera pas la dernière, puisqu'il en parlera plus tard. Alors, il va mourir en 2000 et avant cela, tout au long de sa vie, le sujet OVNI ne va pas le quitter et il va répandre sa bonne parole ici ou là. On verra tout à l'heure
une fois qu'on aura dressé le portrait de Jimmy Guilleux, plein d'extraits, je vous ai préparé des Portes du futur, où on voit la liberté de parole incroyable et ce qu'il se permettait de dire dans cette émission. Mais il a dans les années 90 pris la parole dès qu'on pouvait lui. On se souvient de Chavannes aussi. Enfin voilà. Entre autres, Bonaldi et plein d'émissions. Parce que moi j'y travaillais, donc voilà, donc chez De Chavannes au début de ma carrière. Et il est en 94 sur Radio Maritima. Alors là, on est dans le sud et tu nous as apporté aussi un document. Il y dit quoi dans cette interview? Tout simplement, il va être interrogé sur ses observations. Est-ce qu'il a déjà vu, lui, en tant qu'ufologue, des ovnis? Et il va répondre par une chose positive, une réponse positive, qui va être bien sûr oui, j'ai vu quelque chose, mais pas qu'une fois. Voilà, moi je vous ai parlé là de son observation de 1956, il en verra d'autres par la suite, jusqu'y compris dans les années 90. On l'écoute. Savoir s'il s'agit des engins, moi j'ai vu ça à 7 ou 8 reprises dans les 40 années qui viennent de s'écouler. Mais c'était à 2 ou 3 reprises très nettement des engins, notamment une sphère, pas très très loin d'ici, c'était à Vintabrin, et c'était il y a une trentaine d'années. Vers 7 heures du soir en juillet, je venais d'une exposition de peinture à l'auberge de la Commanderie qui n'existe plus, et donc j'ai vu une sphère d'environ 30 cm de diamètre apparent, c'est-à-dire très gros. Elle devait, en fonction des collines, se trouver à 800 mètres. Elle était à 500-600 mètres d'altitude, à quelque chose près. Et de cette sphère partaient à la base 2 faisceaux de lumière courbe qui s'arrêtaient net. Et entre ces 2 faisceaux, imaginez que l'on ait laissé tomber des journaux enflammés. C'était exactement ce que j'ai vu. Bon, j'en ai vu d'autres, notamment en Belgique, en 89, où je suis allé enquêter. J'ai pas vu de gros triangle, mais un engin de forme comme une navette, voyez-vous, mais d'un vert fascinant qui était si rapide que nous n'avons pas eu le temps de déclencher des télécaméscopes. Voilà, 1994 sur Radio Maritima, un document exceptionnel, celui dans lequel on entend Jimmy Guilleux parler de ses multiples observations, parce que effectivement il va en voir plusieurs, et peut-être parce que il est intéressé par ce sujet, il regarde le ciel comme personne ne le regarde, et toi et moi on le regarde peut-être différemment, mais le commun des mortels ne le regarde pas comme ça. Déjà, d'abord, est-ce qu'il regarde le ciel? Je suis pas persuadé, surtout dans les villes. Par contre, effectivement, quand on est ufologue, quand on est intéressé par l'ufologie, on va faire des veillées d'observation. Voilà, et ça permet d'observer le ciel. Alors, très souvent, il ne se passe rien, on voit que les étoiles, donc c'est très beau. Mais des fois, on peut être amené à voir des choses intéressantes. Alors, le premier ouvrage s'appelle « Les soucoupes volantes viennent de notre monde », et puis en 1956, il y a la sortie de son deuxième ouvrage. Et alors là, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, parce qu'il va être préfacé par quelqu'un qui est un ufologue de cœur. Parce que je me suis renseigné, parce que Jean Cocteau, à qui l'on doit plein de choses, c'est le mythe d'Orphée, c'est La Belle et la Bête, c'est tout ça, c'est comme le mystère et l'inexpliqué sont présents dans sa vie à Cocteau. Et lui, il va, d'ailleurs, je crois que l'avoir entendu ici ou là, dans quelques interviews, évoquer les soucoupes volantes aussi, Jean Cocteau, et il va préfacer son deuxième bouquin. Voilà, donc Jean Cocteau, grand poète, grand écrivain, grand chercheur d'absolu et rêveur, c'est quelqu'un qui effectivement va rencontrer Jimmy Guilleux, vraisemblablement dans des cercles initiatiques. Voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est là qu'il va rencontrer beaucoup de monde. Et donc, du coup, Jimmy va lui demander de préfacer cet ouvrage, ce nouvel ouvrage documentaire, qui est le deuxième pour lui, 2 ans après la sortie du premier quand même. Hein, donc, c'est pas longtemps après, avec tout le travail qu'il a par ailleurs, hein, la radio, l'écriture de romans. Et du coup, voilà, dans cette préface, Jean Cocteau va parler effectivement de bonnet d'âne qu'il dresse face aux savants, aux rationalistes de l'époque, qui déjà commence à casser le mythe, entre guillemets, de la soucoupe, de l'OVNI. Bien sûr. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une attaque en règle des rationalistes de tous bords, qui existent déjà dès l'époque. Hein. Ouais, bah oui, très vite, on va s'apercevoir. D'ailleurs, il le dira dans les interviews et les extraits que je vous ai préparés tout à l'heure. Il va très vite dire que il y a une omerta, il y a une bien-pensance et qu'on veut un peu casser tout cela et qu'il ne faut pas se fier à ce que nous disent les instances officielles. Alors, de là, il va continuer à prendre sa plume et il va sortir des romans. Il va continuer, il va pas arrêter d'écrire en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Jimmy, donc son premier roman date de 1952. Donc évidemment, ensuite, il va en sortir quasiment une moyenne de 4 par an. Hein. C'est ce qui lui permet de vivre, parce que son vrai métier, c'est écrivain. Ufologue, on n'en vit pas. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il était payé quand il passait à la radio. Je pense qu'à l'époque, sans doute, il devait être défrayé, j'en sais rien. J'ai pas d'informations là-dessus. Quand il était en chronique, sûrement.
Voilà, vraisemblablement, oui. Après, quand il était en invité, non. Non, voilà, effectivement. Pareil pour les articles qu'il faisait pour la presse. Est-ce qu'il était payé en tant que pigiste? J'en suis pas persuadé. Donc, ce qu'il fait vivre à l'époque, ce sont effectivement ses romans. Voilà. Donc, il a écrit une moyenne de 4 par an. Après Le Pionnier de l'Atome, qui est son tout premier roman, on va avoir un premier cycle de 4 romans. C'est 52-53. C'est la série des Jerry Barclay. Donc là, ça se passe aux États-Unis. Jerry Barclay donc, est témoin de l'atterrissage d'un ovni, une soucoupe volante. Et voilà, il va être emmené dans l'espace avec 3 de ses amis. Donc il y a 2 couples. Et ils vont faire les rencontres d'extraterrestres. Et là, dans son roman, Jimmy donne plein d'informations sur ce que sont les ovnis, leurs effets sur les véhicules, tu sais, les disruptions, effectivement, voilà, effectivement sur le circuit électrique. Donc il y a tout ça, il y a les tourbillons, il y a aussi des chutes de pierres dont on parlait beaucoup à l'époque, en disant que ça pouvait être effectivement une matière qui pouvait servir à propulser ces ovnis. Donc tout ça se retrouve dans ce premier roman. Les 3 suivants sont plus anecdotiques, on va dire. C'est pas la meilleure série qu'il ait écrite. Et ensuite, il va entrer effectivement dans le cycle Jean Cariven. Donc là, ça se passe en France, effectivement, et on va avoir entre 1954 et 56, je me souviens bien, donc la série effectivement des Jean Cariven, où là, effectivement, Jean Cariven va rencontrer des extraterrestres, va rencontrer des civilisations passées comme des rescapés de l'Atlantide, etc. Puisque ce personnage-là est un anthropopaléontologue, donc un scientifique, tout comme ses amis d'ailleurs, et ils vont vivre des aventures rocambolesques, au pôle, avec des rescapés de l'Atlantide, dans l'espace, avec des polariens, des extraterrestres positifs. À noter que le premier roman pour lequel il va avoir un prix, puisqu'il en aura plusieurs, un prix littéraire, va être L'Homme de l'espace, en 1954, donc au plein cœur de cette vague, 54, et le roman est écrit avant la vague, encore une fois. Donc on a toujours ce caractère prémonitoire chez Jimmy, qu'on va retrouver sur plein de choses d'ailleurs. Et dans ce premier roman, effectivement, il parle donc des polariens, d'êtres qui nous ressemblent, qui ont civilisé les terriens dans les temps anciens, qui sont à la base des mythes. Il les nomme les dragons de sagesse. C'est sous ce nom-là qu'on les trouve chez Elena Blavatsky. Et donc, ces polariens vont être opposés à de vilains extraterrestres qui sont des reptiliens. Tiens, comme c'est bizarre, on en parle déjà en 54. Donc Jimmy a décrit beaucoup de choses à l'avance. Donc ça, c'est un des romans. Et puis ensuite, il va partir sur d'autres séries. Enfin, pas tout de suite, puisqu'il va y avoir beaucoup de romans inédits, enfin pas inédits, pardon, qui seront des solitaires. C'est-à-dire un roman sans suite, par une suite de 2 romans de temps en temps. Mais pour l'essentiel, jusqu'en 67, il va avoir, non même avant en fait, jusqu'en 63. Parce qu'il va écrire même pour la jeunesse, je crois, c'est ça? Alors, au début des années 60, donc là en fait on est à la fin, on est au début des années 50, la fin des années 50, il y a donc 2 romans importants pour l'ufologie. C'est La Force en visage, où il décrit effectivement donc un jeune inventeur un peu naïf qui a inventé donc l'antigravité. Et qui va être coopté par une société initiatique pour que cette technologie ne tombe pas entre les mains des méchants de l'époque, c'est-à-dire les soviétiques. Donc fraternité initiatique, déjà à l'époque. Ensuite, en 1960, on va avoir un roman qui s'appelle Chasseur d'hommes. Et là, effectivement, dans ce roman, il nous écrit déjà les Men in Black, les hommes en noir. Donc on est en 1960. OVNI, paranormal, mystères archéologiques. En replay et podcast. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu. Il en parlera très souvent, ces hommes en noir qui viennent avec leur voiture, qui on verra dans un extrait, en tout cas, c'est ce que j'ai vu quand j'ai préparé l'émission, ne déjeunent pas aux messes des officiers, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment c'est les hommes en noir comme on peut les imaginer. Il est intelligent parce qu'en fait, il est un peu comme certains auteurs aujourd'hui qui choisissent leur roman pour faire passer beaucoup d'informations, un peu comme Spielberg le ferait dans ses films. Voilà, il y a un côté initié. Je me sers de l'information que j'ai pu glaner au fil de mes enquêtes et puis je saupoudre mes romans de ces informations. Comme ça, le grand public, c'est un moyen aussi de toucher le grand public parce que c'est de l'ASF pour le grand public et malgré tout, il fait passer des informations et notamment sur les reptiliens, par exemple. Ah mais tu as tout dit. C'est-à-dire qu'en fait, Jimmy, effectivement, avait bien conscience que écrire de la science-fiction, c'est une chose, mais lui aussi se faisait plaisir dans un sens où il voulait toucher un public beaucoup plus large que les émissions de radio ou les livres consacrés à l'ufologie, qui sont lus par une petite frange de la population, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Donc à l'époque, effectivement, il y avait un vrai engouement, les années 60-70, pour tout ce qui est ufologie et l'ésotérisme au sens large. Oui, puis on avait des Powell, des Bergier qui étaient invités sur tous les plateaux, le Matin des Magiciens, c'est 1960. Et puis la revue Planète, etc. Donc voilà, c'était des belles heures du mystère, il les expliquait. Jimmy sera un précurseur. Alors il ne fera pas partie de la bande de Planète, même s'il connaîtra des gens comme Jacques Berger, effectivement. Bien sûr. Voilà. Donc effectivement, début des années 60, Jimmy Guilleux va commencer à
on va dire, diversifier un petit peu ses sources. Parce que ce qui va se passer, c'est que d'abord, il va demander d'augmentation au fleuve Noir, qu'il ne va pas avoir. Bon, c'est toujours un petit peu frustrant quand on est auteur, qu'on fait bouillir la marmite. Ensuite, il va avoir un roman qui s'appelle Oniria, un roman un petit peu angoissant, qui se passe dans le domaine des rêves, qui va pas paraître dans la collection Anticipation, mais qui paraîtra dans la collection Angoisse, donc du fleuve Noir. Alors Jimmy sera pas content, parce qu'à la limite tu me diras, la collection on s'en fout. Bah non, parce que la collection Angoisse, elle paye moins que la collection Anticipation. Ouais. Donc quand on vide sa plume, c'est gênant. Ouais. Donc deuxième facteur un petit peu gênant. Et un autre viendra en 1963, lorsque le fleuve Noir sera racheté par les presses de la Cité. Donc là, effectivement, il y aura une concurrence, si tu veux, donc de séries policières, d'espionnage, etc. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les années 50, Jimmy va aussi essayer de se tourner vers le polar. Il va écrire 2 romans policiers, mais c'est pas son truc. Il va très vite le sentir, ça marche pas très bien. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'associer avec un autre écrivain qui s'appelle donc... ça va me revenir, qui s'appelle Georges Pierrequin, voilà. Et en fait, tous les deux, ils vont écrire une série de romans qui sont plus des thrillers, avec de l'espionnage, sous un pseudonyme collectif de Jimmy G. Quin. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça va plutôt bien marcher. Ils vont se partager, bien sûr, les royalties, sachant que Jimmy fait les recherches documentaires, écrit un petit peu les scripts. Et la partie vraiment rédactionnelle, c'est Georges Pierrequin. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, en fait, il prend le pseudo de Jimmy quand il commence à écrire, en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que Jimmy est quelqu'un qui était passionné par les États-Unis, effectivement, et dans la Résistance, il avait pris le pseudo de Jimmy. Voilà. Et on voit bien d'ailleurs qu'il se tourne très très vite vers les Américains, parce que au gré de ses enquêtes et même de ses émissions, il va très vite aller aux États-Unis. Il va voir que c'est là-bas qu'il se passe quelque chose. Ah, mais tout se passe aux États-Unis. Ouais, c'est ça. D'abord, il est amoureux de la culture américaine, parce qu'à l'époque, évidemment, ce sont les GIs qui ont aidé à libérer la France. Il n'y a pas que, mais en tout cas, essentiellement les Américains. Il y a tout ça. Enfin, donc voilà, c'est toute une culture. Il y a la musique, c'est le jazz, c'est le rock'n'roll bientôt. C'est Elvis Presley, etc. Voilà, c'est ça. Alors lui, il ne sera pas très rock. Il sera plutôt jazz, et crooner. Mais en tout cas, effectivement, c'est toute cette culture américaine qu'il adore. Et comme beaucoup de gens de cette époque. Donc c'est le whisky, c'est le chewing-gum, c'est le Coca-Cola, c'est tout ça qui est venu avec les GIs, évidemment. Donc, Jimmy est un passionné de culture américaine. Ses premiers romans, il va les situer aux États-Unis. Peut-être parce que il faut aussi reconstruire la France, et qu'aux États-Unis c'est plus simple, ils n'ont pas été sinistrés à l'époque. Voilà. Bon, première chose. Et deuxième chose, il parle parfaitement anglais, et comme il y a beaucoup d'observations qui se déroulent aux États-Unis, évidemment il va s'en servir pour y planter les intrigues de ses romans. Alors, dans les années 60, il va animer une émission à l'ORTF. Donc, voilà. En fait, il va faire plusieurs émissions. Il va faire plusieurs émissions avec l'ORTF Marseille. Ça viendra France 3 Marseille plus tard. Donc, il va être appelé ponctuellement pour faire des émissions comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, voilà. Lui, en tant que spécialiste, on l'appelle. Il est reconnu, il va interviewer des généraux, j'ai vu des vidéos, il y en a qui existent encore sur ce sujet. Donc oui, c'est quelqu'un qui est référencé, qui est essentiel. C'est le pionnier et le numéro 1 de l'ufologie française. Oui, puis il va comprendre, comme un peu Cousteau en son temps, qu'il faut être aussi producteur, parce qu'il va devenir aussi producteur et animateur d'une émission qui s'appelle Les Carrefours de l'étrange. Là, on est entre 65 et 72. Voilà. Alors, avant de parler de cette émission, si tu veux, je vais replacer les choses de manière chronologique. C'est-à-dire que à un moment donné, quand le fleuve Noir, ça va moins bien marcher, il va commencer à écrire pour l'étranger, chez Marabout Junior, donc pour la jeunesse. Il va créer entre 60 et 65, donc 4 romans par an, voilà, sous le pseudo de Claude Vosière, donc c'est Jimmy. Et en fait, pendant cette période-là, entre 65 et 67, il va aussi se lancer dans la production donc, de shows, de spectacles. Et là, du coup, ça va pas très bien se passer pour lui. Parce que Jimmy va produire des spectacles de musique. Donc, à l'époque, ce qui marche, c'est le rock'n'roll. Ce sont les débuts, Johnny, les Beatles, les Rolling Stones. Les yéyés, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que lors d'un concert des Rolling Stones, donc en 66, j'ai la date exacte quelque part, si tu veux. Donc, lors de ce concert, effectivement, ça va pas bien se passer. Puisque effectivement, donc le public va être, c'est le 30 mars 1966, pardon. Donc en fait, le public va être complètement fou, c'est la musique, etc. Ils vont casser des fauteuils, ils vont se battre contre des policiers. Et du coup, il va y avoir une ardoise lourde qui va rester entre les mains de Jimmy et de son associé. Sauf son associé, lui, va très vite se laver les mains et se désolidariser. Donc en fait, Jimmy va rester tout seul à payer les pots cassés. Et du coup, pendant, je crois, 5 ans, il va être prélevé sur 50% de ses droits d'auteur pour rembourser effectivement les frais de tout ça. Donc très vite, il va être obligé de revenir dans l'écriture et l'activité effectivement d'ufologie
qui l'intéressent. Hein, voilà. Donc effectivement, tu parlais de l'émission qui va arriver, qui va être produite effectivement sur le RTF, le RTF Marseille. Hein. Ouais, c'est ça. Donc à l'époque, qui va s'appeler Les Carrefours de l'étrange. Donc cette émission qui va durer entre 65 et 72, donc 7 ans quand même. Hein. Donc du coup, cette émission, qu'est-ce que c'est? Ça va être une émission de radio qui va avoir lieu 2 fois par mois, donc un mardi soir en fait, et qui va tourner avec des comédiens. C'est-à-dire que Jimmy va prendre un certain nombre de situations, il y a l'étrange, des apparitions de hantises, de fantômes, de la parapsychologie, des pierres qui tombent, des dématérialisations, des choses comme ça. Et il va reconstituer les scènes en studio, hein, en voix off avec les acteurs. Et ces émissions vont être diffusées avec des commentaires, des explications. Et ça va aussi servir à Jimmy, justement, à recenser de nouveaux commentaires, de nouveaux témoignages qui vont lui parvenir. Ça va tellement bien marcher. Alors, déjà, d'une part, ça a duré 7 ans. Et deuxièmement, en 73, donc après cette émission, il va en faire un nouveau livre qui s'appellera Le Livre du Paranormal. D'accord. Voilà, donc dans ce livre, en 73, effectivement, il va raconter donc tout un cas qu'il a reçu, donc des hantises, des histoires de fantômes, des contacts avec des médiums. Donc on voit effectivement à l'écran donc la parution 73, la réédition en 93 et même une traduction étrangère. Parce que Jimmy, il faut le savoir, que ce soit ses romans ou un certain nombre de ses ouvrages documentaires ont été traduits à l'étranger. Ouais. Donc ça, c'est intéressant quand on est auteur. Hein. Ça fait toujours des royalties supplémentaires, des droits d'auteur. Ouais. Voilà. Et donc, dans cet ouvrage, il va aussi parler d'un certain nombre de choses qui lui sont arrivées, choses un petit peu surnaturelles, dans son enfance. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on y passerait 2 heures ou 3 heures. Et dans cet ouvrage, il va parler aussi d'une prophétie qu'il a reçue, qui s'appelle la prophétie du demi-dieu, et qui fait suite aussi à une histoire donc, de Dieu, le fameux Samirsa Rukat Elohim, qui est un texte que lui a transmis donc, une chercheuse qui, dans sa famille, a cette tradition, qui est héritée de très très loin, qui s'appelle la tradition effectivement de Samirsa Rukat Elohim. Donc cette dame s'appelle Myriam Del Sol, c'est un pseudonyme, hein. Et du coup, elle va lui apporter ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prophétie, ça ressemble au 6e chapitre de la Genèse. Parce qu'il parle de dieux ailés qui viennent aider les terriens et qui vont procréer avec les femmes des rejetons. Voilà. Avec une période qui dure assez longtemps et qui se termine par une catastrophe avec une submersion de la civilisation par les eaux qui fait évidemment penser à l'Atlantide. C'est ce qui va l'inciter à se plonger dans la Bible et essayer de trouver des traces finalement de ces extraterrestres. Il en parle déjà dans Les Soucoupes volantes viennent de notre monde. Hein. Alors c'est pas la première fois, il va y faire à nouveau référence. Alors, légère digression, puisque tu parles de la Bible. Il faut savoir, quand il revient à l'écriture en 67, donc Marc Caro, qui est le directeur du Fleuve Noir à l'époque, hein, Fleuve Noir SF, Anticipation, donc lui est beaucoup plus ouvert aux théories effectivement ufologiques, l'ésotérisme, etc. Ce qui était un petit peu moins le directeur de collection auparavant. Donc ça aussi, c'est une des raisons de la séparation. Et Jimmy revient en 67 avec un nouveau personnage, un nouveau héros, qui s'appelle Gilles Novak. Et ça, c'est un héros qui va lui coller à la peau parce qu'il va écrire 22 romans dans avec ce personnage-là, et plus après dans une nouvelle collection. Donc Gilles Novak, c'est un peu le double de Jimmy. En clair, c'est un journalisme dans l'ésotérisme qui va flairer les scoops ufologiques et qui va aussi s'intéresser à la Kabbale, aux Templiers, je vais y revenir. Voilà, bref, tous ces phénomènes un petit peu étranges, il connaît, et c'est l'éditeur d'un magazine qui s'appelle L'Aime, l'étrange et le mystérieux dans le monde et ailleurs. Et c'est le couvert justement où lui, en tant que journaliste, il va pouvoir enquêter sur des tas de phénomènes mystérieux qui vont l'entraîner bien souvent des aventures dans l'espace, dans les univers parallèles, etc. etc. Entre-temps, il aura rencontré un personnage qui va l'aider dans ses recherches, c'est Guitarade quand même, dont on a beaucoup parlé ici sur BTLV. Alors, effectivement, Jimmy va rencontrer énormément de gens, il va y avoir beaucoup d'amis. Guitarade est certainement un proche, un très proche, parce qu'il va le rencontrer. Alors, il se trouve que j'ai posé la question à Guitarade, mais il n'a pas su me répondre avec affirmative. Il savait plus si c'était les années 50 ou 60 quand il l'a rencontré. Moi, je pense que c'est à la fin des années 50, parce que les premiers romans qui parlent de société initiatique, c'est fin des années 50. On a La Force sans visage en 58, on a un autre qui s'appelle L'âge noir de la Terre en 64, hein, et donc on voit bien effectivement Guitarade donc, à l'écran. On va voir aussi donc, un magazine qui s'appelle alors L'Aime, effectivement, et une revue qui sera la revue effectivement de l'IMSA, dont je vais parler tout à l'heure. Voilà. Mais Guitarade, effectivement, va être l'ami de toujours. Voilà, on se connaît jusqu'à la fin, quoi, à la fin de Jimmy. Hein. Donc Guitarade est toujours vivant, hein, et il se trouve qu'il a eu 90 ans cette année. Voilà.
Alors, on va dérouler, on va avancer, parce qu'on va se retrouver dans les années 70. Et en 1972, les Carrefours de l'étrange s'arrêtent à la radio. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'arrêt. Et c'est à RMC que Jimmy Guilleux donnera un coup de main à un jeune journaliste. Voilà, effectivement. Donc pendant toutes ces années passées à la radio, alors beaucoup RMC parce que Jimmy habite quand même dans le sud, donc il va être beaucoup dans c'est la radio du sud à l'époque. La radio du sud, hein, ça paraît évident. Et il va rencontrer un jeune journaliste à qui il va donner un coup de main, qui va beaucoup aider. Et il n'oubliera jamais. Ce jeune journaliste, comment s'appelle-t-il? Jean-Pierre Foucault. Voilà. Jean-Pierre Foucault, qui est un garçon très sympathique, que j'ai longtemps côtoyé quand j'étais moi-même dans le groupe RTL, et qui n'a jamais oublié ce que Guilleux avait fait pour lui. Et puis, ses romans, Gilles Novak. Voilà. Donc là, Jimmy va continuer à d'écrire donc pendant toute la période, la première moitié des années 70. Donc les séries classiques, Celle initiée avec Gilles Novak, effectivement, en 67, où il est question effectivement de la Bible. 69, il est question d'un roman très intéressant qui s'appelle L'Ordre Vert, où il parle effectivement d'ésotérisme templier, de cabale, de société initiatique. Il sera récompensé par le Grand Prix du roman ésotérique en 1969, effectivement, et consacré au phénomène de hantise du château de Montfort-sur-Argence dans le Var. Voilà. Un très bon roman que je recommande vraiment à nos auditeurs, l'un des meilleurs. Et après, effectivement, les années 70, une autre série qu'il avait commencé dans les années 60, qui s'appelle Blade et Baker. Ce sont en fait deux agents commerciaux, donc au XXIe siècle, qui parcourent la galaxie pour acheter de nouveaux terrains, aménager de nouvelles planètes, etc. Passionnés d'archéologie extraterrestre, et à qui va arriver plein d'aventures. Quelques romans intéressants, c'est vers le milieu du cycle, notamment Le Grand Mythe, Les Maîtres de la Galaxie, où Jimmy va se servir de la science-fiction, du futur et d'autres planètes pour parler du culte du cargo, c'est-à-dire effectivement donc, des extraterrestres qui vont impressionner les sociétés plus primitives, entre guillemets, et qui restera sous forme de mythe par la suite. BTLV présente Les Rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 11e édition. Les 16 et 17 avril 2026, retrouvez les plus grands spécialistes du paranormal sur la scène du Forum 104 à Paris. Maxence Layet, OVNI, l'hypothèse extraterrestre. Patricia Serin, à la découverte des enfants indigos. Geoffrey Clostrio, les artefacts de l'impossible. Jean-Patrick Pourtal, les grandes histoires du sacré. L'équipe du Crêpe, à la poursuite des fantômes. François Garigeau, OVNI, des affaires étrangères. Bragi Belovac, le mystère du dogman. Agnès Thévenin, les enfants des étoiles. Egon Kragel, OVNI, de mystérieuses machines volantes. Patrick Sbalquiero, les grands mystiques du monde. Les Rencontres du mystère et de l'inexpliqué 11, les 16 et 17 avril. 10 conférences exceptionnelles pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. 1978-82, il va devenir directeur de collection. Oui, lui-même, à son tour cette fois-ci. Tout à fait. Voilà. Donc ça commence. Donc 76-77, tout d'abord, c'est aux éditions de Vicky. Voilà. Donc là, il va diriger une collection pendant quelques années, enfin pendant 1 an et demi, 2 ans, où effectivement, il va publier des ouvrages sur la franc-maçonnerie, la parapsychologie. Toujours dans le même univers. Voilà, l'univers ésotérique au sens large. Et il va parler effectivement, enfin, il va publier le premier ouvrage aussi de Jean-Yves Casga, qui est un journaliste, qui effectivement a fait ses études à Aix-Marseille, qu'il connaît bien, qui va devenir un autre ami aussi, voilà, et qui plus tard dirigera le festival Sciences Frontières. Voilà. Donc, et puis après, il va passer effectivement aux éditions du Rocher, donc là, à Monaco, comme son nom l'indique, où entre 78 et 82, voilà, il va vraiment diriger une collection où là, il aura vraiment les coups des franches. Qui va faire un clin d'œil à l'émission qu'il avait. Oui, bien sûr, il va reprendre le nom, je ne sais pas s'il l'avait déposé, très certainement, voilà, les Carrefours de l'étrange. L'autre s'appelait Les Archives à la rencontre de l'étrange, voilà. Et là, du coup, au Carrefour de l'étrange, il va publier énormément, un certain nombre de livres. Beaucoup d'auteurs qui deviennent des amis ou qui le sont déjà. Guy Tarade, Éric Guerrier, bien sûr Jean-Yves Casga dont je viens de parler, plein d'autres, et des ouvrages ufologiques, bien sûr. Il y en a plein, il y a l'enquête de Rosset, il y a sur Marius de Wild, il y a plein de choses, effectivement, la Corse basse d'OVNI. Enfin, voilà, vraiment, ça va être un vrai nid de livres ufologiques à l'époque. Et c'est durant cette période qu'il va créer, avec des amis, l'IMSA. Voilà, donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure en évoquant Guy Tarade. Donc on sait qu'entre 51 et 1978, Jimmy Guilleux a fait partie effectivement d'Ouranos. Bon. Ouranos, à un moment donné, il la quitte, peut-être parce qu'il se sent un peu à l'étroit,
Et il va fonder sa propre association, qui s'appelle donc l'IMSA, pour Institut mondial des sciences avancées. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une association qui regroupe des chercheurs amis, Guittarade, Alain Lecaerne et plein d'autres, des chercheurs, des médecins, et qui va enquêter effectivement, bien sûr, sur les premiers abductés, sur des gens qui ont observé donc, des missing time, je vais y revenir tout à l'heure, et aussi sur nombre de phénomènes liés à la parapsychologie, aux civilisations mystérieuses, aux ondes de forme, etc. etc. Voilà. Et c'est une association qui va lui permettre aussi de faire des recherches au sens large, sans être bridé. Ils vont publier effectivement un petit fascicule en interne, comme le montrait tout à l'heure l'image, qui s'appelle effectivement IMSA Contact. C'est un bulletin, voilà, on le revoit à l'écran. On voit qu'il y a différentes formes, ça va évoluer au fil du temps. Ça finira sous le nom de bulletin des Amis des Chevaliers de Lumière, une série dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, donc ça va vraiment évoluer. Il y aura un petit billet de Jimmy quand il aura le temps. Sinon, ce seront des gens qui viendront écrire, parler de l'actualité, étrangers mystérieuses, etc. Voilà. Donc en tout cas, c'est un bulletin de liaison entre les membres de l'époque. Et surtout, à partir de 1979, ce qui va être une vraie bénédiction pour lui, c'est qu'il va signer un contrat avec Jean-Paul Bertrand et Gérard Devilliers, voilà, donc 2 éditeurs, et qui, réunis au sein d'un consortium qui s'appelle GECEP, vont décider de rééditer tous les anciens romans de Jimmy Guilleux dans une nouvelle collection qui s'appelle SF Jimmy Guilleux. Et tout cela en parallèle, bien sûr, de cette ufologie qui l'anime tant, puisqu'il va quand même aller en 78 aux États-Unis. Au Canada, il va rencontrer un certain Alan Hynek. Exactement, voilà. Donc, si tu veux, le fait d'avoir ses livres réédités, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui tombe dans son escarcelle sans rien faire. Ça, c'est idéal pour lui. Il va pouvoir consacrer son temps à des enquêtes et il va tourner. Il va aller aux États-Unis où, effectivement, on le voit ici en compagnie de Joseph Alan Hynek, où il est effectivement dans Ouranos, l'un des derniers numéros quand il figure encore chez Ouranos. Et à côté, on le voit auprès d'un ufologue québécois qui s'appelle Claude Macduff, puisqu'il va beaucoup voyager, donc États-Unis, Québec, et il va tomber amoureux du Québec. Il va revenir de nombreuses fois. J'aurai une anecdote tout à l'heure à parler autour du Québec. Voilà, donc il va beaucoup voyager, il va enquêter jusqu'à ce que, lorsqu'il va rentrer en France, il va y avoir une affaire dont on va beaucoup parler en 79. Tu l'as pas oublié, évidemment, c'est la fameuse affaire de Cergy Pontoise. Où il a emmené Jean-Pierre Foucault, comme il le disait tout à l'heure. Donc on en avait fait une émission ici, bien évidemment. Et puis d'autres personnes plus jeunes vont s'intéresser également à lui. On se souvient des frères Bogdanov aussi dans l'émission Temps X. Donc ils vont s'intéresser à Jimmy Guilleux parce qu'on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser à lui à cette époque-là. C'est-à-dire que les Bogdanov vulgarisent la science à la télévision et fatalement... Une fameuse émission. Moi, je sais, quand j'étais gamin, j'adorais Temps X. Moi aussi, le samedi après-midi, il y avait Temps X, il ne fallait pas la louper, cette émission. Exactement. Voilà. Surtout que fut un temps, il y a eu la diffusion de la 4e dimension, si tu te souviens. Magnifique, il y avait même au-delà du réel, il y avait tout ça. Exactement. C'était juste... C'était le bon temps de la télé. Assez incroyable. Alors, tu sais ce que je te propose, puisqu'on n'a pas fini et qu'on va aller jusqu'à la disparition de Jimmy Guilleux, je propose de faire cette émission en 2 parties. Donc on va conclure sur cette première partie, puisqu'on est déjà à presque 1 heure d'émission, et on va vous en proposer une deuxième. Comme ça vous met l'eau à la bouche. Et dans la deuxième, on aura d'autres documents, et notamment les documents que je vous ai ressortis sur les portes du futur, qui vont permettre à Stéphane Royer de continuer à nous faire rêver en nous racontant la vie passionnante de Jimmy Guilleux. Donc vous restez avec nous. En tout cas, le numéro 2 de ce portrait consacré à Jimmy Guilleux, c'est dans quelques jours. Salut. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination du visiteur. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même 2 choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas.
et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.